Je fais mon intro dès que j'ai fini ma paire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? D'un animal qui me tient à cœur, d'un animal qui me fascine, d'un animal que j'élève depuis que je suis petit. Nous allons parler aujourd'hui des serpents. Et on va parler des serpents en général. Je vais vous parler de certains serpents que j'ai à la maison, mais surtout je vais vous mettre la lumière sur des espèces qui sont totalement sous-cotées, dont on ne parle quasiment jamais et qui devraient être bien plus présentes dans les foyers des Français. Parce que malheureusement, les Français, ils élèvent un peu tous les mêmes, des serpents. On va en parler tout de suite. Allez, c'est parti, ça démarre. Rendez-vous tout pète, on aime ça. Dimanche 14 h, les animaux de compagnie, c'est la messe. Bienvenue. Aujourd'hui les amis, la vidéo est sponsorisée pour la première fois. Quel honneur. Nous sommes sponsorisés par MyHeritage. Qu'est-ce que c'est que MyHeritage? C'est un site qui est utilisé non pas par 1, non pas par 2, non pas par 20 millions, mais par 90 millions de personnes dans le monde. Je sais pas si tu te rends compte, il y a plus que la population française qui utilise ce service à travers ce site internet. Donc ça plaît. MyHeritage, ça va permettre de te connecter avec tes ancêtres, mais aussi ta famille, savoir qui tu es, mais surtout d'où tu viens. Car tel cet arbre centenaire, MyHeritage va te permettre de pouvoir réaliser un arbre généalogique avec tous les tiens que tu vas pouvoir retrouver via le site. En effet, tu vas rentrer des infos sur qui est ton père, qui est ta mère, et à partir de là, hop, ils vont te proposer, grâce à leur IA, des connexions avec des gens peut-être que tu ne connais même pas encore et qui font déjà partie de ta famille. C'est assez fou. J'ai rentré 2-3 infos et tout, tac, 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 et bim, qu'est-ce qu'il m'a proposé? Des gens que j'avais pas vu depuis que j'avais 5 ans. Donc c'était assez impressionnant et en vrai franchement ça a matché direct. Mais comment ils font pour avoir des infos sur tout le monde? Et parce que sur ce site il y a 19 milliards d'informations sur les gens sur Terre. Donc c'est vraiment énorme. Donc peut-être que tu vas retrouver peut-être des branches de ta famille que tu ne connais pas encore et constituer un arbre généalogique, et c'est toujours cool de savoir d'où on vient. Donc MyHeritage ça plaît et beaucoup de gens l'utilisent et ils ont beaucoup d'informations. Évidemment si tu tombes sur le site sur des infos parfois erronées parce que des généalogistes en amont auraient fait des erreurs, et ça va te permettre de les corriger aussi. Et avec un service qui s'appelle Instant Discoveries, ça va te permettre de matcher avec des photos qui sont peut-être des proches à toi, et ça marche trop bien avec l'IA, et tu vas peut-être retrouver des photos de famille que tu n'imaginais même pas avoir parce que ça se trouve tu connaissais même pas encore cette famille, donc tu n'avais pas encore la photo, et là tu récupères tout, la famille plus les taufs. Il y a une fonction sur le site qui est un délire, en fait c'est une IA qui va vous permettre de recoloriser et de restaurer des vieilles photos et de dater ces photos, et ça franchement c'est assez barjo. J'ai pris une vieille photo d'un cow-boy fin du 19e sur le net, et déjà on l'a rendu nickel la photo avec l'IA, mais en plus il a daté la photo, et ça m'a vraiment fait halluciner, parce que quand j'ai regardé la source de la photo, ça matchait nickel quoi. En passant par mon lien dans la description, tu doutes bien que tu vas gratter un bonus, et là le bonus il est de 14 jours d'essai gratuit sur MyHeritage, qui va te permettre peut-être de découvrir un cousin éloigné qui est une star hollywoodienne et qui va te changer ta vie, on ne sait pas, ou même on va peut-être se rendre compte qu'on est nous-mêmes cousins-cousines, on ne sait pas, tu vois, on ne sait pas. Tout ça tu le sauras en passant par mon lien, 14 jours gratuits, merci beaucoup MyHeritage. Les serpents font partie de la famille des ophidiens, donc tout ce qui est ophidien est un serpent, et ils sont à peu près présents sur toute la planète. C'est un animal qui est très présent quand même chez les particuliers, il faut le dire, c'est un animal qui suscite souvent de la curiosité, de l'intérêt, parfois du frisson, mais c'est en tout cas un animal qui est vraiment facile à élever en captivité, et qui la plupart du temps s'adapte relativement bien, voire très très bien à la captivité pour certaines espèces. Chez par exemple les particuliers, on va retrouver souvent des pitons royaux, ça on va en voir beaucoup, et on va aussi voir beaucoup de colubridés, donc qui sont la famille des couleuvres. Pourquoi? Parce que ce sont des espèces qui restent de taille relativement raisonnable. Et après, dans les grandes espèces qu'on peut avoir sans avoir besoin d'avoir un permis spécifique type certificat de capacité, les boas ont une énorme place chez les gens. Donc là, ce que j'ai devant moi, c'est mon mâle boa constrictor de localité Iquitos au Pérou. Il y a beaucoup d'espèces de boas, il y a des boas terrestres, il y a des boas arboricoles, il y a même des boas fouisseurs, on va en parler en fin de vidéo. Donc il y a quand même une grosse diversité dans la famille des boas, mais la star des boas chez les particuliers, c'est le boa constrictor. Donc c'est un animal qui est libre de détention, on n'a pas besoin d'avoir de permis pour avoir cet animal. On l'achète, il est tout bébé, tout mignon, mais comme vous le voyez, il grandit relativement vite. Celui-là est dans sa 3e année, je crois. Donc il n'est pas encore totalement adulte, il pourrait être un petit peu plus gros si je le nourrissais un petit peu plus, mais je le nourris pas à mort. Je vais le nourrir à peu près 2 fois par mois, et il mange en ce moment 1 ou 2 rats de 300 grammes 2 fois par mois. Donc il mange quand même bien à la cantine. Là il va bientôt muer, donc c'est pour ça qu'il est terne en couleur et qu'il n'est pas du tout brillant et magnifique comme il devrait l'être. C'est parce que sa mue est proche. Donc je vous le présente pour vous montrer déjà la croissance qu'il a eu, parce que vous l'avez déjà vu dans une vieille vidéo quand je l'avais eu. Et en fait ça, l'avantage des boas, c'est que ce sont des serpents qui sont relativement faciles à gérer malgré leur taille, et qui restent vraiment la plupart du temps super cool, en tout cas pour les boa constrictors, et qui permettent en fait d'avoir à la maison un serpent quand même d'une belle taille, il faut le dire. Celui-là il doit peser 6-7 kg déjà, le tout sans avoir besoin d'autorisation spécifique, et avec des contraintes d'élevage qui sont relativement faciles. Ce sont des animaux qui vont quand même avoir besoin d'un peu de place parce qu'ils aiment bien grimper en plus, donc vous pouvez leur faire des terrariums qui sont quand même assez balèzes. Pour un sujet adulte comme ça, il faudra un terrarium à près de la surface de la table, un petit 150 par 70 par 100 de haut, ce serait parfait.
pour un animal adulte. Ce sont des animaux en fait qui sont très reproduits en captivité. Il y a peu de boa constrictors aujourd'hui que vous allez pouvoir acheter qui vont être directement issus de la nature. Ça peut arriver de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. Et en fait, ce qui est un peu dommage à mon goût, mais c'est vraiment mon goût, mes idées, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup croisé les différentes sous-espèces de boa constrictors entre elles. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de ce qu'on appelle d'intergrades, qui sont en fait des boas qui génétiquement ne ressemblent plus à exactement ce à quoi ils devraient ressembler s'ils venaient du milieu originel. Je m'explique. Quand tu prends un boa au Brésil, il va pas avoir la même tête qu'un boa en Argentine, qui va pas avoir la même tête qu'un boa au Mexique. Tu vois, ils vont avoir des petites différences physiques, de taille, de couleur, de pattern. Et en fait, en captivité, on a beaucoup croisé tout ça entre eux. Donc du coup, on se retrouve avec des boas qui sont certes jolis, mais qui génétiquement n'ont plus grand chose à voir avec leurs ancêtres. Donc lui, celui-là, l'avantage, c'est que c'est un vrai boa constrictor de Iquitos au Pérou. C'est-à-dire que si là, on prend un billet d'avion et qu'on va à Iquitos au Pérou, le boa qu'on va trouver, il va ressembler exactement à celui-là. Donc là, je vais lui chercher une femelle bientôt, Iquitos Pérou, pour essayer d'avoir des jeunes. Il va venir en Thaïlande avec moi, lui. Et je vais lui trouver une femelle pour pouvoir essayer de le reproduire et de justement pas faire d'intergrade. Les boa constrictors sont vachement plébiscités aussi pour tout ce qui est mutation. Il en existe de toutes les couleurs. Des blancs plus blancs que blancs, des albinos, des salmons, des sunglow, de tout ce que vous voulez. Donc ils ont vraiment aussi beaucoup sélectionné les couleurs. Mais moi, mes préférés, ça reste les originaux. Je trouve que c'est un serpent qui est superbe. Boa constrictor imperator est peut-être le plus commun en captivité. Il vient de Colombie et du Mexique. Et celui-là, boa constrictor constrictor, va être un peu présent sur toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et celui-là, c'est le péruvien. Et franchement, il est superbe. J'espère qu'il aura mué au moment où cette vidéo va sortir. Comme ça, je pourrai vous faire des beaux plans pour vous montrer la différence entre le côté terne qu'il a là et le côté vraiment flamboyant qu'il va avoir après la mue. Ce sont des serpents qui sont relativement dociles si vous les manipulez souvent depuis qu'ils sont petits, et donc ça permet d'avoir des serpents de bonne taille après qui restent très sympas. Et franchement, celui-là, il est très cool. Il a juste une petite réaction un peu défensive dans le bac. Il a un petit réflexe alimentaire qui fait que quand j'ouvre les portes, je fais attention et je le préviens quand je veux le manipuler avec un petit crochet que c'est moi, parce que sinon il a tendance à sauter un peu sur tout ce qui rentre dans le terrain. Mais sinon, une fois qu'il est sorti du terrarium, il est vraiment super cool. Donc ce sont des animaux que je conseille pour, par exemple, un premier serpent, il n'y aurait pas de problème. Quelqu'un de, je sais pas, 15-16 ans qui veut son premier serpent, qui est prêt à s'investir, qui a un peu de place pour le terrarium, un peu de budget. C'est un super serpent pour démarrer. Un bébé boa constrictor, ça coûte sur une exposition, un salon, on va dire une centaine d'euros. En magasin, ça doit commencer dans les 130-150. Et après, ça dépend des localités et de la rareté de la localité. Un Iquitos Pérou, comme ça, vaut un peu plus cher. Un bébé, je dirais que ça doit coûter dans les 300-400 euros. Donc, on va dire 800 euros le couple pour des localités qui sont plus rares. Là, regardez les amis, on est quelques jours après la mue là. Et il est magnifique, hein. Il est devenu beaucoup plus clair et tout. Regardez, par rapport au moment où j'avais tourné le plateau de la vidéo, la queue, les couleurs sont beaucoup plus contrastées. Donc je vous mets quelques images pour vous faire kiffer maintenant qu'il a la peau toute neuve. Il commence à être balèze, hein. Le deuxième serpent que je vais vous présenter dans cette vidéo, en fait, c'est là on va partir direct en Australie. C'est une espèce qu'on croise pas souvent. C'est pas le genre de serpent qu'on va croiser chez beaucoup de particuliers pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça s'appelle un Morelia spilota spilota, le python diamant. Donc il est originaire d'Australie. Il vit, c'est l'un des seuls pythons qui a un vrai hiver en fait dans sa vie. Il a un vrai hiver, alors que la plupart des pythons vivent sous les tropiques. Hein. Donc les pythons ils vivent en Afrique et en Asie. Il n'y a pas de python en Amérique du Sud par exemple. Donc tout ce qui va être python asiatique, c'est souvent des pythons qui vont vivre chaud et humide toute l'année. Les pythons d'Indonésie, c'est pareil, mais en Australie, il y a beaucoup de pythons qui vont vivre au chaud à l'année, mais il y a le Morelia spilota qui lui va se taper un hiver. Donc sa zone de répartition fait qu'en fait il se tape des températures vraiment fraîches l'hiver, mais qu'il continue souvent à se chauffer un peu la journée. Donc ce ne sont pas des animaux qu'on va réellement faire hiverner ou hiberner, ce sont des animaux où on va souvent provoquer des grosses baisses nocturnes pendant une partie de l'année, tout en conservant un point chaud la journée. Donc c'est un petit peu atypique. Il y a plein de serpents et plein d'espèces, quand vous les hibernez, vous les hibernez complètement, que ce soit des tortues ou des couleuvres d'Amérique du Nord ou des serpents européens. On les hiberne complètement. Lui, on va pas l'hiberner complètement, ça se passerait pas bien du tout pour lui, quoi. On va vraiment lui favoriser des nuits très fraîches, qui peuvent descendre sous les 10 degrés, pas de problème pendant une partie de l'année. Mais la journée, il aura son petit point chaud pour aller se réchauffer, parce que c'est ce qu'il va trouver en Australie comme biotope. C'est un serpent qui est magnifique. Là, c'est une jeune femelle qui est dans sa deuxième année. Je l'ai depuis qu'elle est toute petite, elle est vraiment superbe. Il y a plusieurs couleurs en fait à l'âge adulte. Ils peuvent plus soit aller vers le jaune, soit vers le blanc. Celle-là est vraiment vers le jaune, elle est vraiment magnifique. On l'appelle python diamant. On comprend pourquoi, hein. Vous voyez, quand vous regardez et tout, c'est vraiment... Moi j'adore cette espèce. Ça reste relativement petit. Dans les Morelia spilota, il y en a qui deviennent beaucoup plus gros. C'est une espèce qui adulte peut aller dans les 1m80, 2 m, donc beaucoup moins gros que par exemple Morelia spilota McDowelly,
qui est un serpent qui est aussi originaire d'Australie et qui va être beaucoup plus commun en captivité. Donc le Morelia spilota, il devient pas énorme et il est malheureusement beaucoup trop sous-coté. On le voit pas du tout assez chez les éleveurs, alors que c'est une bestiole qui a vraiment tout pour plaire, quoi. C'est vraiment super joli, super sympa. C'est pas donné, ça vaut dans les, je sais pas, peut-être 600, 700 € un bébé. Après c'est marrant parce qu'on dit tout le temps, ouais c'est pas donné, c'est cher et tout, mais si on commence à regarder les chiens et les chats de race, 600 € pour un chien de race ou un chat de race, ce serait vraiment acceptable dans ce milieu. Nous, dans les reptiles, dès que ça dépasse les 500 balles, les gens sont là, ah ouais, c'est super cher. C'est vrai que c'est pas donné, mais par rapport à la rareté et à la beauté et à la beauté de cet animal, moi je pense que ça les vaut carrément, quoi. C'est un serpent qui va être à la fois terrestre mais qui aime bien grimper. Franchement, les miens, je leur donne l'opportunité de grimper dans le terrain et ils grimpent pas mal la nuit. Donc ils aiment bien se balader. Ils mangent comme des goinfres, donc je les nourris pas non plus trop, mais en ce moment ils sont vraiment en période de croissance, donc c'est vraiment la période où je vais le plus booster dans leur vie, j'ai envie de dire. Donc en ce moment, ils mangent toutes les semaines une souris adulte et ils sont vraiment trop beaux. J'ai un couple, le mâle est un tout petit peu moins joli, mais la femelle là elle est magnifique. Donc eux aussi ils partent avec moi en Thaïlande, c'est hors de question que je m'en sépare. Je les élève depuis qu'ils sont tout petits, je vais les pousser à l'âge adulte et les reproduire je pense dans 2 ans, un truc comme ça. Par contre ça en Thaïlande je vais être obligé de faire une pièce réfrigérée, en tout cas il faut qu'une partie de ma pièce d'élevage ait la capacité de se réfrigérer la nuit, parce que j'ai quand même pas mal d'espèces qui aiment le frais. Donc du coup il va falloir que je fasse un setup où je vais pouvoir à l'aide d'air conditionné baisser ma pièce d'élevage dans les 13-15 degrés la nuit une partie de l'année, quoi. En fait sur cette chaîne j'ai toujours privilégié la présentation d'animaux nés en captivité et je fais rarement la promotion d'animaux qui sont sauvages, d'animaux d'importation pour des raisons déjà éthiques. Forcément on se rend compte avec cette chaîne de l'impact qu'on peut avoir parfois en vulgarisant et en démocratisant certaines espèces, et c'est vrai que parfois vous parlez d'animaux qui sont issus d'importation et de façon totalement légale, hein. Il y a beaucoup de pays qui exportent une partie de leurs animaux et c'est vrai que parfois dans des magasins vous pouvez trouver des animaux qui arrivent directement du pays d'origine, c'est légal, mais c'est réservé vraiment, j'ai envie de dire, aux éleveurs qui sont motivés, qui ont de l'expérience et qui vont savoir comment acclimater un animal qui arrive de la nature, ce qui n'est pas le cas d'un débutant qui vient de démarrer, et ça je le conçois totalement. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne on vous présente souvent, et même là quasiment tout le temps, que des animaux nés en captivité, de façon à ce que si jamais vous flashez sur l'espèce et que vous vouliez vous motiver pour l'élever, il y ait peu de chances que ça foire. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont habitués à la captivité, manger des proies mortes, qui n'ont pas de parasites, qui sont pas assujettis au stress. L'animal en captif c'est quand même beaucoup plus facile qu'un animal qui est issu de la nature, et je parle même pas de la contrainte morale où des gens diraient oh là là moi je veux surtout pas d'un animal qui a connu la nature. Non, je parle juste de la difficulté d'élevage. Un animal qui a connu la nature, une fois qu'il est exporté et qu'il arrive chez nous, il va falloir l'acclimater, et ça c'est souvent des étapes qui peuvent être compliquées. Donc outre le côté éthique de certaines personnes qui ne voudront pas élever des animaux qui sont issus du milieu naturel, il faut vraiment comprendre que dès qu'on veut des espèces de serpents qui sortent un peu de l'ordinaire, souvent on va trouver des animaux qui sont issus de la nature. Parce que quand les animaux sont reproduits en captivité et que ce sont des espèces qui ont vraiment des super looks, et ben très vite ils vont être reproduits chez pas mal d'éleveurs, disponibles, et on peut acheter cet animal facilement. Parfois il y a le budget. Si par exemple vous preniez Simalia boeleni, l'un des plus beaux pitons du monde qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée, bah, il a beau être reproduit en captivité, mais bon, c'est très rare qu'il soit reproduit, mais il l'est quand même. Ça reste un animal qui va coûter dans les 3, 4, 5 000 € le bébé, parce qu'ils sont très rares. Mais si vous voulez des animaux qui sont très rares et qui ne sont pas forcément très chers, souvent on est obligé de s'orienter vers des animaux qui arrivent du milieu naturel. Je pense à plein d'espèces, il y a énormément d'espèces quand vous regardez chez les importateurs et tout, des bestioles, des serpents dont vous avez jamais entendu parler. Mais le problème de ça, c'est que derrière, il faut avoir les installations conséquentes et surtout l'expérience de pouvoir acclimater ces animaux. Et je vous garantis que c'est pas facile. Mais si vous voulez des animaux nés en captivité, pas courants et qui sont visuellement magnifiques, Morelia spilota, très bon candidat par exemple. Les amis, dans cette cuve, il y a un serpent. Je sais que ça peut paraître bizarre, vous allez vous dire mais quoi, où est-ce qu'il est ce serpent? Il n'y a pas que des serpents qui sont terrestres ou semi-arboricoles comme ceux que je vous ai présentés avant. Un boa constrictor ou un Morelia spilota dans la nature, s'il a l'opportunité, il va grimper aux branches. Mais il y a aussi des animaux qui vivent sous la terre, des animaux fouisseurs. Et chez les serpents, il y a des espèces fouisseuses qu'on peut avoir facilement en captivité, qui sont nées en captivité, qui sont faciles d'élevage et qui magnifiques. Et là, j'en ai un très bon représentant. Mesdames et messieurs, chers amis, chers abonnés, devant moi, il y a un boa des sables. Comme son nom l'indique, le boa des sables, en fait, il vit dans le... J'espère qu'il y en a qui l'ont dit là. J'espère que quand je fais ça, il y en a derrière leur écran, quand ils font ça, ils font sable. Automatiquement. J'espère qu'il y en a qui l'ont dit. Donc il vit dans le sable ou dans des endroits arides et sableux. Les boa des sables, en fonction des sous-espèces, on va les trouver au sud de l'Égypte, au Niger, jusqu'au Kenya. Et cette espèce vient du Kenya et c'est un Eryx colubrinus, donc le boa des sables. Et j'avoue, c'est vraiment canon. Là, c'est un jeune que j'ai à la maison. Attendez, regardez, je vais le sortir là. Je le cherche. Ah, c'est vraiment trop beau, regardez.
Clac. C'est un jeune, les mâles peuvent aller jusqu'à 50-60 cm et les femelles 80 cm, donc ça reste une petite espèce que les gens disent 80 cm, c'est quand même énorme. Oui, mais le serpent, il est pas tout droit, tu vois, c'est pas une règle. Comme il ondule un peu, tu vois, 80 cm, ça fait des petites espèces. Et ça, c'est un bébé, et franchement, il est canon. Ça s'élève très facilement dans un terrarium qui va être bien ventilé, adapté, avec un petit point chaud à 28, entre 28 et 32, un petit point frais à 25-26, une petite gamelle d'eau, une bonne couche de substrat, donc on n'est pas forcément obligé de l'élever avec du sable, on peut l'élever avec des petits copeaux tout fins par exemple, tant qu'il a une bonne couche de substrat et qu'il va fouiner dedans, c'est bon. J'ai vu qu'il y avait des gars, ils les élevaient sur des papiers journaux. Bon, quand même, ça reste un animal fouisseur. Je pense que l'animal fouisseur, ce qu'il kiffe, c'est avoir du substrat autour de lui, c'est son délire. Élevez pas sur du papier journal, franchement. Même si vous lui mettez des cachettes et que vous allez me dire franchement, ça vit très très bien sur papier journal. Je pense qu'un animal fouisseur, c'est quand même cool de lui filer un substrat. Donc, ça s'élève vraiment facilement, c'est vraiment joli. Ça sort la nuit pour chasser, donc il peut sortir juste sa petite tête ou se balader un peu à la surface. Je les vois se balader de temps en temps la nuit et tout. Mais ça chasse super bien. Dans la nature, il va plus se nourrir, quand il est petit comme ça, il va plus se nourrir de lézards. Mais en captivité, il va accepter des petits souriceaux décongelés sans aucun problème. Et les adultes vont passer à des souris un petit peu plus grandes. Lui, il mange des souriceaux. Il est vraiment, je trouve que esthétiquement, ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude chez les serpents qui sont chez des particuliers. Et je trouve que le comportement est vraiment intéressant. Maintenant, si tu veux un terrarium avec de la vie à l'intérieur la journée, là, il va pas se passer grand chose. Hein. Quand tu vas passer devant ton terrain, ce sera le truc, un désert, et tu te diras, mais qu'est-ce qu'il y a rien? Tes potes, ils vont dire, mais il y a rien dans ton bac là? Alors s'il y a, mais il faut aller chercher avec le doigt dans le substrat. Mais par contre, une fois qu'il est sorti du substrat, une fois qu'on le regarde, une fois qu'on l'observe la nuit, on se rend compte que c'est une super jolie espèce. Avec sa petite écaille là qui est adaptée, la forme de sa bouche c'est adapté comme une pelle là pour creuser. Et ils sont vraiment très forts pour creuser. Dès que je le repose dans le bac là, en 2 secondes, hop là, il va disparaître dans le substrat et rien que ça, je trouve ça trop stylé. Ça me fait penser un peu au Syncus, vous savez, les poissons des sables, ces lézards qui vivent sous le sable et qui plongent sous le sable. C'est un peu le même délire et le même mécanisme. Et d'ailleurs, quand on regarde la tête du Syncus et quand on regarde la tête de l'Eryx, on se rend compte qu'ils ont un peu la même tête en forme de pelle pour aller creuser. Donc ça, c'est typiquement le genre d'espèces qui sont disponibles, facile à trouver, qui coûte moins de 150 € piège, je pense que ça coûte à peu près 120 € un bébé Eryx si je dis pas de conneries, et qui vont être facilement élevables dans des setups relativement faciles à mettre en œuvre, avec du matos de terrariophilie classique et avoir des serpents que peu de gens ont, et ça je trouve ça quand même super cool. Il y a plein d'espèces qui sont vraiment qui sont différentes et qui font que notre passion va être très diversifiée, avoir des éleveurs qui élèvent toujours des nouveaux trucs et tout, moi je trouve ça vraiment trop cool. Et c'est vrai que quand on va sur les salons aujourd'hui, 80% de ce qui est disponible, ça reste du boa, du python régius, des lampropeltis, des pantherophis, et là on a déjà fait le tour un peu de ce qui est dispo. Alors qu'il y a quand même pas mal d'espèces qui sortent des sentiers battus et qui sont vraiment super faciles à élever. Oh là là, mais quand il sort comme ça et qu'il me regarde avec sa petite langue, il est trop mignon. Trop mignon. Donc n'hésitez pas vraiment à vous renseigner et à chercher des animaux qui peuvent parfois, sur lesquels vous allez avoir un coup de foudre, et si vous renseignez et que vous trouvez des jeunes en captivité, parfois c'est vraiment loin d'être impossible de les élever même en étant débutant. Je pense par exemple au Rhynchophis boulengerii, superbe couleuvre asiatique, vraiment magnifique, avec cette petite protubérance là au bout du nez qui lui donne un look vraiment totalement atypique. Ça dans un beau terrarium arboricole et tout, c'est trop canon. Et ce sont des animaux, au début on galérait par exemple, les éleveurs arrivaient à les reproduire mais ils galéraient à élever les jeunes. Pourtant les Rhynchophis sont des animaux qui vont manger des rongeurs dans la nature et on va les nourrir de rongeurs en captivité. Et dites-vous que les bébés, on sait pas pourquoi, ça démarre au guppy. Vous leur donnez des guppies alors que ce sont des petites couleuvres arboricoles, et quand vous leur donnez des guppies dans une gamelle, ils vont les cartonner et ça marche trop bien. Donc parfois il y a des espèces, avant d'être maîtrisées dans la reproduction en captivité, les éleveurs vont galérer un petit peu, mais une fois que c'est disponible, franchement n'hésitez pas à vous renseigner et à chercher des animaux qui peuvent sortir un peu du commun. C'est trop cool et ça met une belle diversité dans notre passion, et moi je trouve ça trop bien. Dites-moi ce que vous avez vous dans les commentaires comme espèce qui serait pas commune à la maison, et ça m'intéressera grave de voir un peu quel type de cheptel il y a chez vous, mes abonnés tout pète. Vous savez pourquoi j'adore les serpents? J'adore les serpents parce que ça fait pas de bruit, déjà, zéro bruit. Ça a quasiment pas d'odeur. Si vous nettoyez régulièrement, vous faites ce qu'on appelle du spot cleaning, là, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une petite crotte ou un peu d'urée, parce que les serpents, le pipi, il est pas liquide, il est solide et c'est comme de la craie blanche. Et que vous enlevez ça à chaque fois et que vous changez régulièrement le substrat, il n'y a pas d'odeur. Ce sont des animaux qui sont fascinants à élever et qui sont totalement sous-cotés en termes de compréhension. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a pas mal de serpents, on dit tout le temps, oui, le cerveau reptilien, les reptiles, c'est débile. C'est faux. Il y a des serpents qui sont loin d'être débiles et qui sont tout à fait vraiment passionnants à observer. Et c'est surtout des animaux qui vont vraiment exploiter 100% de l'environnement que vous allez leur donner. Donc plus vous allez leur donner de la place à vos serpents, plus le terrarium va être enrichi avec des branches, des plantes, des feuilles mortes, de l'eau régulièrement changée. Ce sont des animaux qui
détestent boire de l'eau qui a quelques jours, donc plus l'eau est propre, plus ils vont boire. Tant que vous leur donnez de l'enrichissement, ils vont l'exploiter, à aller se balader la nuit, à aller exploiter le moindre recoin du terrarium. Donc c'est vraiment super satisfaisant quand on élève ces animaux de pouvoir les mettre au top et de pouvoir vraiment les observer, les voir grandir et pourquoi pas les reproduire. Et il y a plein d'espèces de serpents qui sont encore difficiles à reproduire, mais ça c'est sûrement parce qu'on leur fournit pas encore des conditions optimum et ou alors qu'on n'a pas encore compris que parfois c'est pas la place mais c'est la température, et parfois ça va pas être la température mais ça va être plus des cycles où il va falloir peut-être plus de stimulation auprès des mâles pour pouvoir avoir les accouplements avec la femelle. Il y a plein d'étapes à franchir pour pouvoir arriver à reproduire certaines espèces et moi je trouve ça trop cool comme quête de parfois partir sur des chantiers qui sont compliqués et à la fin d'obtenir des reproductions d'animaux qui c'était pas facile. Je trouve ça hyper satisfaisant en termes de passionnés. Donc n'hésitez pas à élever des serpents, enlever les phobies et les idées reçues qu'on a sur ces animaux. Franchement, c'est beaucoup moins contraignant d'élever un petit boa des sables qu'un hamster, je vous le garantis. Que ce soit en termes d'odeur, de morsure, de soins, de changement de litière et tout, je peux vous garantir qu'un joli petit boa des sables, vous serez bien moins emmerdé qu'avec un hamster ou avec un cochon d'Inde. Même si j'adore les hamsters et les cochons d'Inde, hein. Mais bon, je préfère les petits bois des sables. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Évidemment, une vidéo quoi? Une vidéo moto, vidéo voiture, peut-être une vidéo mécano. Eh bien non, ce sera une vidéo animaux, c'est le principe. Hein. Allez, salut les amis, à la semaine prochaine. Bisous, au revoir. Et on remercie MyHeritage pour la collab sur cette vidéo. Vous avez 14 jours offerts pour découvrir ce service et aller enquêter sur votre généalogie. Vous avez tout dans la description, vous n'avez plus qu'à cliquer sur mon lien.